Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien. On est parti pour ce nouveau webinaire. On se retrouve ce mois-ci avec une nouvelle thématique ciblée pour réussir, savoir se positionner sur le domaine du mariage. Et donc, je suis ravie de partager tout cela avec vous. Merci pour vos petits commentaires. Bonjour Esther, ravie de savoir que tu vas bien. Véronique, toi aussi, j'espère que tu vas bien. Pour commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Lamarche. Je suis designer floral dans le monde du mariage haut de gamme, luxe, depuis maintenant 10 ans. Depuis maintenant 10 ans, je travaille principalement en Île-de-France, mais aussi en province et en Europe. Je fais des décors floraux sur mesure pour des mariés plutôt étrangers. Voilà un petit peu qui je suis. Mon parcours est un parcours au départ d'autodidacte. Il y a 10 ans, quand je me suis lancée, il n'y avait pas ce type de formation-là. Malheureusement, c'est pour ça aussi que je les ai créées, on va y revenir. Et j'étais, et je suis toujours, maman célibataire, divorcée. Ma fille a maintenant 21 ans, mais il y a 10 ans, elle avait 11 ans quand j'ai lancé mon activité. J'étais secrétaire médicale, donc rien à voir. J'étais dans un autre domaine où je voyais des gens malheureux, malades, et j'avais envie de changer d'air et d'aller voir des gens heureux, et notamment des mariés. Je me suis lancée en autodidacte parce qu'il n'y avait pas pour moi la possibilité d'arrêter de travailler. C'était pas possible d'abandonner mon travail pour aller me former pendant 1 an pour un CAP. Donc, je l'ai fait en parallèle et du coup en autodidacte. Donc, j'ai bien sûr appris énormément grâce à ça. C'était très formateur parce que il a fallu apprendre de mes erreurs, réajuster les choses au fur et à mesure. C'était très formateur, mais j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que j'ai créé les formations pour vous faire gagner ce temps que moi, j'ai perdu à me former et à apprendre des choses solides. Donc, je me suis lancée, j'avais, oui, une trentaine d'années et j'ai eu une révélation à 30 ans, une transformation artistique après avoir pris la décision au bout de 4 années de galère comme je vous l'ai dit, à être en autodidacte. J'ai décidé de me former parce qu'aussi, je m'étais mis de l'argent de côté pour investir sur mon talent. Et je suis partie aux États-Unis me former notamment. Et voilà. Et ça a été vraiment un changement de tout au tout parce que j'ai gagné après en assurance, en technique, en plein de choses qui font que je suis là aujourd'hui. Et j'ai créé l'école en 2020. Voilà. Donc, je vais montrer un petit aperçu de mon travail. J'essaye de changer à chaque fois les photos. Donc là, on est sur quelque chose d'assez gypso-gypso. Full bleu, château de Villette. C'était canon. Voilà. Et puis ensuite, là, j'adore ce projet-là. C'était une séance shooting pour un couple pour leur 5 ans d'anniversaire de mariage. Et c'était en plein milieu du Covid. Du coup, en fait, on ne pouvait pas aller shooter ailleurs que chez eux. On a débarrassé tout le salon et on a fait un jardin de verdure comme ça, suspendu dans le salon. Et on a shooté avec eux toute l'après-midi pour créer des souvenirs pour leurs 5 ans de mariage. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré ce projet-là. Le projet juste avant, pour vous dire un petit peu, c'était un shooting éditorial au château de Villette, dans le but justement d'attirer la clientèle qui me convenait, parce que le château de Villette, c'est totalement dans l'image que je voulais développer pour ma marque. Et juste avant, c'est un réel mariage qui a eu lieu l'année dernière, où il y avait plus de 400 bougies, et que la mariée voulait vraiment que ça soit très blanc, très pur et très illuminé, comme vous pouvez le voir. Quelle est ma mission et pourquoi j'ai créé l'école Expérience Florale? Je vais rapidement y revenir. Vous retrouverez toutes les informations dans la description si vous nous regardez en replay sur YouTube. Merci d'être là. Abonnez-vous, mettez un petit like. Donc, pourquoi j'ai créé l'école Expérience Florale? Par le constat qu'il n'y avait pas d'école spécialisée dans le mariage, ou en tout cas que des formations très parcellaires, par-ci et par-là. Des professionnels avaient lancé des formations et je voulais quelque chose de concret. J'ai toujours... ce qui m'anime vraiment, c'est de créer des choses belles, mais ludiques, pratiques, pédagogiques. Moi, en formation, en tant qu'élève, j'ai besoin de sortir d'une formation en ayant compris les choses, même si c'est pas encore complètement maîtrisé, mais d'avoir compris pour pouvoir travailler derrière de façon personnelle et à la fois que ce soit super esthétique et que ce soit une expérience exceptionnelle. Donc, c'est vraiment de là qu'est née Expérience Florale. Je voulais une école où les personnes puissent développer leur potentiel artistique, mais aussi comprendre les techniques et aussi créer quelque chose, un business rentable
qui derrière leur permettent à la fois d'être créatifs, mais à la fois de gagner leur vie avec des techniques, des pistes, des conseils qui soient vraiment concrets et de ne pas être dans la retenue d'informations, d'être vraiment dans le partage et dans la bienveillance. Parce que bien souvent, vous êtes des personnes en voie de reconversion et c'est un moment de la vie qui peut être un peu déstabilisant de devoir changer de vie, de prendre cette décision-là. Et on a souvent besoin d'être accompagné, d'être formé par quelqu'un qui vous comprend, qui est passé par là et qui est bienveillant. Parce que je pense que c'est primordial. Voilà ma mission. Prenez de quoi noter encore aujourd'hui. Ça va être encore plus pertinent que les autres fois. Prenez votre petit carnet, prenez de quoi noter, mettez-vous avec un petit thé, un petit café, votre petit carnet, parce que ça va être des informations primordiales qu'on va voir aujourd'hui qui vont vous aider. Les objectifs de ce webinaire, c'est comprendre l'importance du ciblage, définir et affiner son client idéal et développer une stratégie de positionnement. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de comment attirer nos clients idéaux. Quels sont nos clients idéaux et comment on va aller les chercher? Donc ça, c'est primordial. Bien souvent, le constat, c'est que vous avez envie d'être designer floral dans le monde du mariage ou designer floral dans le monde de l'événementiel. Enfin, ça peut être différents projets, hein, c'est pas forcément dans le mariage. Vous avez envie de vous lancer en tant que fleuriste boutique. Vous avez une aspiration à devenir votre propre patron et à vous reconvertir ou à développer une activité artistique autour de la fleur. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un constat de « Ok, la décision, elle est là, mais comment je fais maintenant pour trouver le client? Comment je fais maintenant pour signer? Comment je fais pour démarrer? Par quoi je commence ?» Et ça, je le vois souvent chez mes élèves. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont complètement paumés. Et c'est pas rien de le dire. Et c'est important de faire ce constat-là. Et c'est normal. Ça, c'est complètement nouveau pour vous. C'est très rare que ce soit votre deuxième, troisième entreprise. Généralement, c'est la première fois que vous vous lancez en tant qu'entrepreneur. Donc, les doutes, ça existe et c'est normal et c'est bénéfique parce que ça vous permet de vous remettre en question votre décision, comment la faire, sur quelle base et pas partir tête baissée peut-être dans une mauvaise direction. Ou soit vous êtes en reconversion, c'est tout nouveau, vous voulez lancer les choses et vous savez pas par quoi commencer. Ou la deuxième optique, parce que là, je vois qu'il y a des anciens élèves, c'est j'ai envie de changer de clientèle, j'ai envie d'évoluer et je suis un peu bloquée. Ou alors, j'ai envie de restructurer mon image de marque pour attirer d'autres clients. Voilà, dites-moi dans le chat, j'ai essayé de changer de clientèle, Elisa nous dit, mais pour le moment, cela ne fonctionne pas. Ok, ça c'est intéressant. Donc, il y a les deux profils, des personnes qui sont en reconversion et qu'il faut poser les bases pour bien démarrer, des personnes qui sont déjà lancées, qui ont envie de restructurer ou en tout cas d'atteindre une autre clientèle. Donc, pourquoi c'est important de cibler sa clientèle? Parce que souvent, on se dit, ok, je veux faire des fleurs, je veux attirer de celui qui va signer le contrat. Tout simplement, je vais prendre le premier qui me donne ma chance. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que vous allez perdre du temps, et vous allez perdre du temps aussi à travailler pour des contrats qui ne sont potentiellement pas votre cible idéale. Alors au début, si vous êtes vraiment dans une situation financière compliquée et qu'il faut, tout simplement payer les factures, c'est possible de prendre des contrats qui ne sont pas en adéquation complète avec votre client idéal, c'est possible et c'est normal et on l'a tous fait. Mais dans la majorité des cas, il faut au moins établir les choses pour cibler la bonne clientèle, même si en attendant de l'atteindre, vous prenez des contrats qui sont un petit peu hors cadre. Il faut tout simplement apprendre à connaître le marché du mariage aussi. Être curieux, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché du mariage dans la décoration florale et pas que d'ailleurs. Et c'est très important d'être curieux, de se renseigner, de lire, de cultiver sa connaissance du marché dans lequel vous voulez évoluer. Quand je parle du marché du mariage, c'est pas seulement un marché global comme ça, c'est une sorte d'énorme marché. Si je vous dis le nombre de mariages qu'il y a par an, je l'ai fait sur d'autres webinaires, c'est énorme et on se dit waouh, il y a un potentiel de malade. Certes, mais qu'est-ce qui est votre marché à vous? Où est-ce que géographiquement vous êtes situé? Et qu'est-ce qui se passe dans le marché du mariage de votre région et dans votre gamme. Ça, on va y revenir. Et l'importance de définir son client idéal pour pouvoir aller tout simplement proposer une offre en adéquation avec celui-ci et construire une image de marque solide et cohérente pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de votre client idéal. Donc ça, c'est vraiment l'importance. Et le ciblage, souvent, on passe à côté. Parce qu'on se dit, je vais montrer ce que je sais faire,
je vais tout simplement faire des compositions, faire des jolies photos, les mettre sur les réseaux sociaux. On ne pense pas toujours à faire un site internet, ce qui à mon sens est une erreur. Et on passe tout de suite au oui, je veux communiquer, je veux montrer ce que je fais et on verra. Non, non, c'est un petit peu l'inverse qu'il faut faire, c'est définir toi avec qui tu as envie de travailler comme client parce que ça va générer des pistes et ça va couler de source par rapport à derrière où aller le chercher ce client. Souvent, la question qui revient, c'est où est-ce que je trouve des clients? Mais moi, la question que je vais vous poser, au lieu de où est-ce que vous trouvez des clients, c'est quel est ce client? Ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est quoi ton client? Quel client tu recherches? Et souvent, on ne s'est pas vraiment posé pour savoir quel est exactement le client avec lequel on veut travailler. Et quand on a trouvé le client avec qui on veut travailler, bah, naturellement, les questions vont se répondre toutes seules. C'est-à-dire, où est-ce que je vais le trouver, ce client en particulier? Bah, plus facilement on va trouver des pistes parce qu'on a défini un portrait robot. C'est la prochaine étape. Alors, restez jusqu'au bout de ce webinaire parce qu'à la fin, j'ai besoin de votre aide. Donc, je refais un tout petit topo sur le marché de la décoration de mariage, la décoration florale et les différentes gammes. Si vous n'avez pas vu mes autres webinaires, je reviens dessus assez rapidement. Je vous ai mis donc 3 gammes. L'entrée de gamme, donc les petits budgets entre 500 et 1500 euros. Le moyenne gamme entre 1500 et 5000 euros. Le budget haut de gamme entre 5 000 et 15 000 euros. Et après, vous avez le luxe, que je ne vous ai pas dit là, mais c'est au-delà de 15 000 euros, grosso modo. Donc là, je vous ai rajouté une notion de ce qui va permettre de vous aider à vous positionner lorsqu'on voit un lieu de réception. Lorsqu'un lieu de réception demande client ou que vous avez repéré un lieu de réception, il faudrait regarder un petit peu le montant que le lieu de réflexion fait en moyenne. Alors là, je prends la moyenne haute en saison mariage, c'est-à-dire le printemps-été, par exemple, le samedi. Je ne prends pas en considération les tarifs de semaine ou les tarifs hors saison, parce que ça va nous biaiser. Donc, par exemple, un lieu de réception qui a moins de 4 000 euros en saison un samedi va être principalement réservé par des clients en entrée de gamme. Parce que généralement, ce que j'ai remarqué d'expérience, et c'est pas forcément justifié, hein, moi c'est vraiment, je suis positionnée, il faut le savoir, en Île-de-France, donc peut-être que dans votre région c'est légèrement différent, à vous aussi de travailler et de faire vos recherches par rapport à ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en matière, en général, les budgets fleurs sont à peu près équivalents à un tiers, voire la moitié du prix du lieu de réception. Donc lorsqu'on est à 4 000 euros, les clients ne vont pas avoir plus de 1 500 euros. Et le gros budget, les gens qui auront vraiment pour eux, les fleurs, c'est très important, vont aller jusqu'à 2 000, mais c'est vraiment très, très rare. Donc voilà. Les salles des fêtes également sont des petits budgets. Les personnes qui arrivent dans des salles des fêtes, généralement, ont un budget assez petit. Donc ça va être du 500, voilà, c'est presque maximum 500 euros pour les budgets en salle des fêtes. Ensuite, les budgets, donc entre 4 et 8 000 euros, on va être sur la gamme moyenne gamme et ensuite en haut de gamme sur des lieux de réception à partir de 10 000 euros. Encore une fois, ne prenez pas ça pour acquis. Faites vos propres recherches dans votre région par rapport aux lieux qui sont situés géographiquement autour de vous. Ok. Alors, Megan nous dit 3% du budget global du mariage sont pour les fleurs. Je ne le vois pas vraiment comme un pourcentage parce que c'est assez disparate parce qu'en fonction vraiment des attentes des clients, tu peux avoir des mariés qui vont avoir leur priorité, c'est vraiment la décoration et du coup, ils vont y mettre un pourcentage un peu plus élevé. Ou tu vas avoir des mariés qui, pour eux, leur priorité, c'est la nourriture. Ils veulent vraiment une expérience culinaire exceptionnelle et ils vont moins mettre de budget sur les fleurs parce que c'est moins important pour eux. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais on peut le résumer de cette manière, effectivement. On parle bien du budget fleurs sans aucune déco. Alors là, je parle du budget fleurs, oui, alors peut-être avec 2-3 bougies, mais pas une grosse déco à côté. Effectivement, c'est pas du wedding design où vous allez avoir en charge de la papeterie, le choix des mobiliers, etc. Non, je parle de décoration florale uniquement. Bien sûr, ça dépend de leurs priorités. Idem pour la photo, mon rayon, je te redemandais pour mes notes. Et effectivement, Mégane, voilà, il y a... Moi, je le fais pas le pourcentage sur le pourcentage global du mariage parce qu'en plus, généralement, on ne l'a pas, nous. C'est très rare que les clients nous disent combien ils ont de budget global pour leur mariage. Donc, dans un souci, en fait, de ne pas rentrer dans ces discussions trop pécuniaires et d'être trop intrusif,
et de les brusquer dans la relation client. Moi, ce que je fais, c'est que je fais plutôt mes recherches sur le fait que, OK, quel lieu de réception ils ont choisi? En moyenne, ce lieu de réception, je sais à peu près à quel tarif il est. Donc, je me dis, si ils ne me transmettent pas une enveloppe, s'ils ne me disent pas qu'ils ont un budget entre ça et ça me permet d'avoir une indication. Laura, je reste dans le début du panier haut de gamme, mais j'ai du mal à passer le cap des 5-7 000 euros. D'accord, ok. On va y revenir au fur et à mesure et j'espère te donner quelques pistes pour essayer de débloquer tout ça. Déjà, moi j'ai une question à vous poser, j'en ai deux d'ailleurs. J'aimerais savoir si vous connaissez des lieux entre 4 000 et 10 000 euros à moins d'une heure de votre atelier. Parce que cette question, elle est un petit peu maligne. Parce que bien souvent, on se dit, OK, où est-ce que je vais trouver mes clients? Comment je trouve les bons clients, etc. Mais parfois, on ne fait même pas la moindre recherche basique, comme se dire, moi, j'ai envie de travailler dans du moyenne gamme, donc il faut que j'ai des lieux, on l'a dit juste avant, qui soient entre 4 et 8 000 euros, par exemple. Ou j'ai envie de monter en gamme et du coup, il me faut des lieux concrètement qui soient alignés avec ça et donc qui ont la même clientèle que celle que je recherche. Et bien souvent, est-ce que vraiment on a fait la recherche d'aller prendre son Google Maps, se mettre un point de référence qui est votre atelier ou là où vous travaillez et se dire, OK, moi j'ai envie de travailler à moins d'une heure de mon atelier, mais vous pouvez élargir la recherche à 2 heures, 3 heures selon ce que vous souhaitez et se dire, OK, mais quels sont les lieux de réception qui sont dans la gamme que je souhaite travailler? Et juste aller faire cette recherche-là va vous ouvrir des possibilités parce que vous allez vous dire, OK, finalement, il y en a plus que ce que je connais. Celui-là, j'ai jamais travaillé là-bas. Tiens, ça peut être intéressant. Là, j'ai déjà travaillé. Peut-être que je peux cultiver cette relation avec ce lieu-là pour avoir de plus en plus de clients avec eux. Et ne serait-ce que faire cette recherche-là, ça nous ouvre des pistes, en fait, de démarchage. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Et je vous invite à le faire tous les ans hors saison parce qu'il y a des nouveaux lieux. Il y a des lieux aussi qui montent en gamme également, donc qui vont changer leurs tarifs tous les ans et qui vont mettre en place des choses qui peut-être seront plus alignées avec votre client idéal. Et deuxième question, est-ce que vous connaissez vos concurrents potentiels? Donc si vous êtes dans le cadre d'une reconversion et que vous avez envie de travailler dans l'art floral et que c'est tout début d'activité, est-ce que dans votre région, vous connaissez vos clients potentiels? Pardon, je recommence. Est-ce que vous connaissez vos concurrents potentiels? C'est-à-dire, est-ce que il y a des gens autour de vous qui font à peu près pas la même chose? Parce que nous, dans le floral, on a la chance aussi que c'est assez artistique, donc ce ne sera jamais exactement le même style. Mais est-ce qu'il y a des activités qui sont potentiellement en concurrence avec vous? Ou par exemple, si vous êtes déjà lancé en activité, est-ce que autour de vous, vous avez des concurrents vraiment qui ont déjà, eux, atteint la clientèle idéale que vous recherchez? Tu connais ta concurrence, Pascal? Super. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ce sont des recherches qui sont primordiales à faire. Et il y en a plein d'autres, bien sûr. Là, c'est vraiment que 2 questions que je vous ai posées. Mais déjà, si vous commencez à réfléchir à ces 2 choses-là, vous allez voir des pistes. Pourquoi connaître ses concurrents? Tout simplement pour savoir comment vous allez pouvoir vous positionner différemment. Et comment vous allez pouvoir vous différencier par rapport à eux? Qu'est-ce qu'ils proposent que vous proposerez peut-être différemment ou que vous allez communiquer de façon différente? Comment vous allez pouvoir tout simplement tirer votre épingle du jeu? Émilie, je connais les lieux et les concurrents. Génial. Et est-ce que tu connais les lieux et les concurrents, les lieux qui sont dans on va y revenir, dans la cible de ton client que tu veux monter en gamme? C'est-à-dire, si c'est des lieux que tu connais ou tu y vas souvent et que c'est des clients que tu fais d'habitude, ça ne nous intéresse pas. Parce que je sais, Émilie, que tu veux monter en gamme. Donc, si tu veux monter en gamme, il faut aller targeter des lieux qui sont plus haut de gamme et qui ont la clientèle que tu veux développer. Donc, on va passer un petit peu à quelque chose que bien souvent on néglige, c'est le portrait robot de ton client idéal. Et oui, ça revient. Si vous regardez souvent des webinaires entrepreneuriales, si vous regardez des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, que ce soit pour les fleurs ou pas d'ailleurs, si vous écoutez des podcasts business, vous allez souvent entendre parler du portrait du client idéal. Il faut définir son client idéal, il faut faire le persona de ton client idéal. Tout ça, c'est la même chose, c'est définir exactement le client idéal pour pouvoir le cibler. Et souvent, on se dit, oh là là, il me casse la tête avec ça.
Est-ce que vraiment c'est important que j'aille sur mon petit carnet écrire que ma cliente idéale, elle s'appelle Isabelle, qu'elle a 25 ans, qu'elle habite là, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça? Oui. Et je suis la première à avoir râlé et râlé et râlé sur ça en disant ça sert à rien de faire ça, c'est anecdotique. Non, 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 c'est primordial. Le portrait robot, c'est quoi? C'est définir le client idéal parfait que vous rêvez d'avoir dans votre demande de vie. C'est-à-dire le client qui, quand il vous fait la demande, vous dites, waouh, ça, c'est vraiment la personne avec qui je veux travailler. C'est vraiment le client que je targetais, celui pour lequel je rêvais de travailler. Et ça va être un client différent pour chacun et chacune d'entre nous. Euh, alors vraiment, c'est très basique. Vous allez vraiment faire cet exercice, je vous invite à le faire. Déjà, est-ce que c'est un homme ou c'est un couple, n'importe quoi, un couple ou juste la mariée? Pourquoi? Parce que ça va définir la façon dont vous allez communiquer. Est-ce que vous avez plus l'impression que vous êtes plus à l'aise à papoter avec la mariée toute seule ou plutôt avec le couple? Est-ce que vous avez envie de communiquer vraiment sur les deux personnages ou uniquement sur la mariée? Les deux sont OK dans notre cas parce que c'est pas comme certains métiers du mariage où je trouve qu'il faut vraiment faire attention à englober les deux. Moi, généralement, 80% du temps, 95% du temps, le marié n'est pas là dans les rendez-vous clients. C'est très rare et il se sent, ou s'il est là, il est un petit peu en retrait, il est moins engagé. Donc, c'est pas grave si vous êtes très à l'aise à ne parler qu'à la mariée dans votre communication, etc. Donc, déjà, choisissez si c'est le couple ou la mariée. Ensuite, quelle est sa nationalité et sa culture? Donc, est-ce que j'ai envie de travailler avec des mariés plutôt francophones? Est-ce que ça sera des Français, voilà, ou est-ce que ça va être des Français, Belges, Suisses, etc., donc francophones? Est-ce que, voilà, je commence par là. La tranche d'âge, donc vraiment j'écris, hein, entre 25, 35 ans, entre 25, 45 ans, vraiment la tranche d'âge. La localisation, est-ce que je veux des gens qui sont implantés dans ma région? Est-ce que je suis ouvert à bouger dans d'autres régions? Est-ce que j'ai envie de travailler avec des étrangers qui viennent se marier en France, par exemple? Voilà. Le statut socio-économique, donc est-ce que ce sont plutôt des employés, des agents de maîtrise, des cadres, voilà, des chefs d'entreprise, voilà. Ça va déterminer plutôt leur budget, hein, on est d'accord. Leur mode de vie, est-ce que ce sont des gens qui sont très occupés, qui ont peu de temps et qui sont, par exemple, si vous choisissez des cadres, chefs d'entreprise, ils sont souvent très occupés, peu de temps, mais ils veulent profiter quand même de la vie, voyager, etc., etc. Donc vraiment, il faut y aller dans le détail, hein. Vraiment, il faut mettre le plus de détails possible. Vous verrez pourquoi c'est important par la suite. Leur personnalité, leur style personnel, qu'est-ce qu'ils aiment faire, quels sont, voilà, qu'est-ce que, comme type de personnalité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous vos clients sont exactement comme ça, mais ça vous donne une fiche de route, j'ai envie de dire, un chemin bien tracé sur comment parler à ces personnes-là. Vous verrez par la suite. Donc, quel type de client vous adorez? Enfin, des gens très famille, très convivial, ultra fun, ou plutôt des gens sophistiqués. Voilà. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Leurs valeurs et leurs attentes, ça c'est très important aussi, que ce soit dans la vie ou pour leur mariage. Ça, c'est important d'avoir leurs attentes aussi pour leur mariage. Le style de mariage qu'ils souhaitent, donc quelle est la priorité, quel style de mariage, un mariage familial, intimiste, le nombre de personnes, le type, on va revenir après sur le type de lieu où ils souhaitent se marier, est-ce qu'ils se marient, ils ont une cérémonie ou pas, donc là on prend les 3 points suivants. Ensuite là, ici, là, je vous ai mis préférence en matière de prestataire. Celle-ci, elle est méga importante. Là, j'ai vraiment envie que vous mettiez les prestataires en dehors du fleuriste avec lequel vous rêveriez de travailler pour ce client idéal. Alors là, j'attends pas de me dire un photographe. J'attends de me dire je veux tel Megan Schultz qui est dans le webinaire. Je veux travailler avec cette photographe-là. J'adorerais travailler avec cette photographe-là. Donc, j'aimerais que mon client idéal, il ait cette photographe-là. Pourquoi? Parce que j'adore son travail. Elle a les mêmes clientèles que je rêve d'atteindre, etc., etc. Donc, tel wedding planner, tel photographe, tel lieu, tel ceci, tel cela, tel cela. Donc ça, c'est très important de mettre des noms qui sont avec qui vous pourriez travailler géographiquement. Attention, hein. Pas enfin voilà, si vous êtes situé en Île-de-France, pas des gens qui sont sur la Côte d'Azur, même si
sauf si vous targetez de relancer votre activité sur la Côte d'Azur. J'espère que c'est clair. Ensuite, quelle expérience de mariage ils recherchent? Quelles sont leurs priorités? Est-ce que, bon, pour nous, c'est généralement qu'ils adorent la déco, les fleurs et qu'ils sont sensibles à ça, mais ça peut être plein de choses d'autres. Le critère de dépense, quelles sont leurs priorités par rapport au budget? Où est-ce qu'ils veulent vraiment impacter leur budget? L'implication dans la planification, est-ce qu'ils vont avoir un wedding planner? Est-ce qu'ils veulent faire leur organisation tout seuls? Comment ça se passe? L'influence des réseaux sociaux, est-ce que c'est plus des mariés qui veulent un mariage instagrammable? Est-ce que c'est plus des mariés qui sont tout le temps sur les réseaux, qui sont très investis là-dessus et qui du coup ont full inspiration? Est-ce que ce sont des mariés qui, au contraire, sont pas du tout réseau et qui auront besoin de plus de conseils parce que ils sont pas sur Pinterest tous les jours? Leur centre d'intérêt, leur passion, ça c'est très important aussi. Et les marques de designers qu'ils aiment, ils s'habillent plutôt en Chanel ou plutôt en Maje, plutôt en H&M, voilà. C'est vraiment très important. Ça paraît très bizarre, hein, mais c'est très important. Et leurs préférences de lecture, médias, magazines, qu'est-ce qu'ils regardent comme film, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique. Voilà. Donc, on peut rajouter plein de critères, il y en a plein d'autres. Vraiment, le but, c'est que vous ayez un portrait robot ultra détaillé de la cliente ou le couple idéal avec lequel vous aimeriez travailler. C'est très important que ce soit le plus détaillé possible parce que ça va vous aider derrière à cibler votre communication. Est-ce que ça vous aide, les filles? Est-ce que ça, c'est un travail que vous aviez déjà fait? Les filles et les garçons. Ici, il n'y a pas de garçons aujourd'hui, je crois pas. Mais sur le replay, je l'espère. J'ai fait quelques exemples. Donc, pourquoi le portrait robot du client idéal est essentiel? Pour apprendre à connaître le client avec qui on veut travailler. Et si on le connaît mieux, on le comprend mieux. Comprendre ses problématiques, du coup. Si je connais bien un client et ma cible, je comprends mieux où est-ce que ils ont une problématique et comment je vais pouvoir les aider. Et savoir, du coup, où aller les chercher et comment communiquer avec eux. Et développer une image de marque qui leur parle à eux spécifiquement. Alors, Laura nous dit, oui, fait au tout début, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on apprend plus et nos attentes, ouais, effectivement, tes attentes, elles évoluent, donc c'est bien de le refaire de temps en temps et de recadrer les choses pour aussi recadrer ta communication aussi. Et c'est peut-être là que je répondrai à ta question de tout à l'heure où tu me disais que tu étais bloqué. Eh bien, revois ton persona, revois ton client idéal parce qu'il a certainement évolué et c'est pour ça que ta communication doit évoluer elle aussi pour aller chercher ce nouveau client-là. Parce qu'elle nous dit, je n'ai jamais fait cela, j'essaye de connaître le client en rendez-vous. Oui, mais parce que là, connaître le client en rendez-vous, de toute façon, il faudra le connaître, mais c'est plus le client qui arrive et qui découvre ton travail. C'est plus le client, c'est un peu comme le client qui passe par hasard devant ta boutique. Là, le client est passé par hasard devant soit ton site internet, soit devant ton Instagram, et donc il voit la vitrine, trouve ça sympa, il rentre et il te demande un devis et du coup là, tu apprends à le connaître. Là, c'est le travail à l'inverse, c'est se dire, ok, avec quel type de client j'ai envie de travailler et comment je vais aller le chercher. Parce que sinon, en fait, ce que tu fais là, c'est attendre que ça arrive. Et c'est très frustrant parce que du coup, tu n'es pas dans l'action, tu es plus dans l'attente et du coup, il y a quelque chose qui est très démoralisant, moi, je trouve, dans cette inaction de se dire, OK, je ne reçois pas de demande de devis, c'est compliqué, etc. Alors que quand tu commences à mettre les choses en action, quand tu fais un travail sur tout ça en amont, quand tu vas développer toute une communication autour de ça, eh ben, ça va donner un fil rouge et ça va t'aider à passer vraiment à une action qui va apporter des résultats et c'est super intéressant. Donc, petit exemple. Exemple numéro 1. Ici, disclaimer, c'est comme ça qu'on dit? Je n'ai pas l'habitude. Je ne fais pas de généralité par rapport à certaines cultures, mais le portrait et le portrait robot peut apparaître comme une généralité, des clichés, etc. Mais je prends cet exemple sciemment parce que je connais cette clientèle-là. Donc, j'avais besoin aussi de montrer comment, en fait, on fait un portrait robot qui soit très ciblé. Donc, imaginons que je suis soit passionnée par les décors floraux très fournis en fleurs, très chic élégant et que j'adore voilà, c'est vraiment ma passion. Ou alors que je suis moi-même d'une communauté de confession musulmane dans lequel il y a énormément de mariages parce que les mariés sont ultra mode, ultra modernes et il y a vraiment une dynamique dans cette culture-là
en ce moment, je trouve. Et du coup, je suis moi-même de confession, voilà, c'est un exemple de confession musulmane et j'ai une communauté où je suis déjà implantée, je connais du monde, etc. Donc, je me mets dans cette situation-là pour l'exemple. Donc, mon portrait idéal pour mon client dans cet exemple-là, c'est un couple mixte. Par exemple, l'un est de confession musulmane, l'autre non. Voilà. Ou couple non mixte, on s'en moque. Mais disons que voilà, ils ont entre 25 et 35 ans. Ils sont situés en Île-de-France. C'est des cadres supérieurs ou agents de maîtrise. J'aurais pu mettre aussi chef d'entreprise d'ailleurs. Ils sont très dynamiques, ils aiment voyager, ils sont modernes et ils ont un style très sophistiqué. Donc, ils adorent. Voilà, pour moi, imaginons ces clients-là, moi je les imagine avec une décoration comme j'ai mis en haut à gauche, très pure, très blanche, beaucoup de bougies, beaucoup de compositions très fournies, etc. C'est leur style, c'est avec ce type de client que je rêve de travailler. Je dis encore, c'est un exemple. Je rêve de travailler avec ces clients-là, je suis dans cette communauté-là, je sais que ça va être plus facile pour moi de développer là parce que je suis déjà implantée, c'est moi ce que j'aime et du coup, ça va être plus facile pour moi de cibler ces clients-là. Leurs valeurs et leurs attentes, c'est les valeurs familiales, ils sont très famille, très respect des traditions. Excusez-moi pour les fautes de frappe, je m'en rends compte en même temps que je me relis. Pourtant, c'est pas faute d'avoir relu 3 fois la présentation. Mais ils adorent se faire plaisir. Il faut que le jour J, ça soit une grande fête. Il faut que ça soit vraiment un top level. Il faut vraiment que ça envoie du lourd. Ils adorent les styles dans le mariage chic, élégant, moderne. Ils n'ont pas de cérémonie. C'est principalement la cérémonie du aîné qui se passe pendant la réception. Donc, il y a soit la mairie et directement la réception, soit uniquement la réception. Tout dépend comment ça se passe. Le lieu de réception, c'est généralement une salle assez moderne avec une grosse mise en lumière, ou ça peut être aussi, et il y a généralement peu d'extérieur sur ce type de salle-là, ou un château, un domaine, ce genre de choses. En matière de prestataires, bah, là, j'ai pas mis des noms parce que je pouvais pas vraiment aller, je voulais pas vraiment mettre des noms de personnes, mais généralement, ils ont une habilleuse, ils font très attention aux tenues, il y a beaucoup de tenues sur ce type de culture, où il y a beaucoup de changements de tenues. Ils prennent souvent, ils font attention à la maquilleuse, parce que c'est très important le maquillage, il faut vraiment mettre en valeur la mariée. Donc, généralement, c'est des prestataires de renom. Que le marié, il kiffe les voitures de luxe. Que la mariée, elle adore se mettre en beauté, qu'elle soit super canon le jour de son mariage. C'est ce type de client que je veux. Et du coup, je le target précisément. Une grande fête pour mettre à l'honneur les deux mariés et leur famille. Généralement, l'ensemble des festivités se font sur le lieu de réception. Le budget, c'est moyen haut de gamme. Pas de wedding planner généralement sur ce type de mariage. Mariage Instagrammable, c'est super important pour les mariés, que ça rende bien, que ça soit super beau. Leur passion à eux, c'est le voyage, la mode. Elle s'habille hommage Sandro Pollen. Et du coup, ils adorent, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, très informés et politiquement engagés. Donc voilà, là, j'ai fait le portrait robot très précis d'un couple de mariés qui se marient comme ça. Qu'est-ce que tout de suite on voit ressortir et qu'est-ce qu'on peut analyser de ce portrait ici? Alors, tout simplement, j'aimerais savoir très rapidement comment je pourrais communiquer avec ce client ou ces clients idéaux. Et bien, très rapidement, je vais voir qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc il va falloir que je sois présent. Alors, ça paraît très logique, mais quand on se lance dans une activité, on va devoir se dire quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus adaptés à cette clientèle-là. Donc là, typiquement, sur ce couple-là, je vais être présente sur TikTok, Instagram, Pinterest, obligatoirement. Je veux dire, là, ils sont méga actifs sur les réseaux sociaux et Twitter, X, parce qu'ils sont politiquement engagés. Donc, ça pourrait être intéressant, ou d'être sur Trade, par exemple, qui serait peut-être mieux. Voilà, politiquement engagés, ça veut dire qu'ils sont très actifs sur aller chercher l'information soi-même, étudier tout ça. Donc, il faut être sur les réseaux sociaux, clairement, c'est clair. Ensuite, comment je vais travailler mon image de marque? Ben, si la mariée, elle est très mâle, Sandro, Pollen, je vais aller analyser ces marques-là. Regarder leur site internet, les couleurs de leurs entreprises, comment toutes les marques qui parlent à ma cliente idéale communiquent, comment elles travaillent sur les réseaux sociaux, quel type de reels elles font, quel type de posts elles font, quelles couleurs elles ont, quelle police elles utilisent. Je vais aller analyser tout ça.
Ensuite, leur passion et leur centre d'intérêt, le voyage, la mode, etc. Donc ça, je garde ça un petit peu dans ma tête parce que ça veut dire que lorsque je vais communiquer avec eux et que j'aurai besoin de parler d'autre chose que des fleurs et que j'aurai besoin d'une respiration dans ma communication, peut-être que je vais pouvoir parler un petit peu mode pour conseiller ma mariée sur telle créatrice de robes de mariée qui soit un peu mode et qui soit en totale cohérence avec son style. Par exemple, Rima Rodaki, c'est une super marque de robes de mariée très moderne qui, je pense, serait super pour cette mariée-là. Ensuite, je ne vais pas aller targeter des wedding planners parce que ce n'est pas des clients, en tout cas, qui travaillent beaucoup avec des wedding planners. Donc, ce ne sera pas une cible que je vais travailler parce que ce ne sera pas vraiment le bon ciblage. Par contre, je vais aller targeter les salles de réception qui sont très modernes, les lieux de réception qui soient totalement en cohérence avec ce type de mariage-là. Et je vais aller me dire, OK, comment je peux faire pour attirer ce client-là? Comment je peux créer du contenu visuel, par exemple? Comment je peux mettre en valeur mes créations dans un lieu spécifique à ce client-là? Je vais aller demander, je vais aller démarcher, je vais aller visiter des lieux de réception, je vais aller demander les prix des lieux de réception, je vais aller faire mes recherches et je vais pourquoi pas proposer de faire une décoration pour l'inauguration d'une salle ou la dégustation traiteur dans une salle comme ça, et pour mettre en valeur mes compositions, pourquoi pas les photographier, ou en tout cas que les mariés les voient s'ils sont en dégustation. Voilà. Et elle travaille avec des prestataires, donc là j'ai mis des exemples. Imaginons qu'elle travaille avec des tenues qui sont louées, donc des tenues traditionnelles qui sont louées, c'est généralement le cas, mais est-ce que j'irai pas prospecter ces personnes-là? Parce que si la mariée, elle va aller essayer ses robes de mariée dans une boutique pour les louer, et ben si vous avez toutes les semaines un super bouquet, une super composition que vous déposez dans cette boutique-là, avec votre carte, que vous proposez un bouquet que vous allez mettre sur la table basse, que les gens ils peuvent prendre dans les mains avec la tenue et voir ce que ça donne, et que forcément la mariée va dire « Ah, c'est joli ce bouquet, c'est qui l'a fait ?» Tic, la carte, allez hop. Voilà. Ça, c'est des pistes, hein. J'y vais là, et on voit très rapidement que plus on cible, plus on a des idées. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voilà, donc, grosso modo, déjà là, on voit qu'il y a des idées qui fusent. Donc tout ça, on commence à noter toutes ces idées-là et ensuite, il faudra structurer tout ça, bien sûr. Mais ça nous aide aussi à commencer à y voir plus clair. J'espère que ça vous aide. Exemple numéro 2, ou une femme chef d'entreprise ou créatrice. Alors, là, sur cet exemple, j'ai pris un exemple totalement concret. C'est l'exemple de Rosita, elle s'appelle Maëlle, qui est venue en formation individuelle il y a de ça 2 semaines. Son entreprise, c'est Rosita, et son constat, c'était qu'elle avait 2 cibles. Alors, il aurait fallu faire 2 portraits, mais je les ai mis ensemble pour qu'on puisse aller plus vite. 2 cibles. Elle ne veut pas faire que du mariage, elle veut faire à la fois des événements pro, à la fois du mariage, pour avoir quelque chose de régulier tout au long de l'année. Donc, elle a 2 cibles. Des couples modernes ou des entreprises type, mais plutôt gérées par des femmes, des entreprises plutôt féminines. Donc, chef d'entreprise, créatrice, etc. Tranche d'âge, je dirais 25-45 ans, Paris et Île-de-France. Donc, le cadre, c'est soit d'un côté des chefs d'entreprise, de l'autre côté aussi, de toute façon, des chefs d'entreprise, des cadres sup, etc. Même gamme. Le mode de vie, des gens dynamiques, motivés et qui ont un manque de temps. Et pareil, pour ce qui est du mariage, c'est ça. Et pour ce qui est du décor des entreprises, pareil, des gens qui veulent développer leur activité et qui manquent de temps. Même principe. Le style plutôt bohème, moderne. Les attentes, ils ont besoin d'un service efficace, de convivialité, que ça soit super beau, que ça soit super canon. Le style de la décoration souhaité, chic, élégant, moderne, bohème. Le type de lieu, mariage, château, domaine. Et pour ce qui est de l'événementiel pro, des boutiques à décorer, des restaurants, des cafés, des concept stores, des shootings produits. Sur les prestataires, voilà, toutes sortes de prestataires qui soient alignés. Sur l'expérience recherchée, professionnalisme, cohérence avec la vision des clients, mais aussi de l'entreprise, le service à l'écoute. Critères de dépenses, budget moyen de gamme. Influence des réseaux sociaux, présence vraiment sur les réseaux sociaux pour les entreprises, donc ça c'est important.
centre d'intérêt, passion, voyage, éco-responsabilité, tendance, mode. Donc là, j'ai rajouté, par exemple, éco-responsabilité. Si vraiment c'est important pour vous de développer votre entreprise, qu'elle soit éco-responsable, et du coup, que vous voulez des clients que ça touche, c'est important de le mettre aussi dans votre portrait robot. Et j'ai mis la même chose pour ce qui est des marques et des préférences lecture, etc. Donc là, c'est un exemple différent où j'avais la problématique de trouver avec elle comment définir en fait 2 offres, parce que pour le coup, là, il y a 2 cibles, même si elles se rejoignent pas mal en fin de compte, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un socle commun quand même, et ils aiment les mêmes choses, mais pour des choses différentes, des événements pro et des événements perso. Mariage, événements, anniversaire, etc. Et de l'autre côté, événements pro et lancement de produits, ce genre de choses. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici? À la sortie de ces exemples-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la problématique du client. Donc, dans quel cadre on va pouvoir l'aider? Et ensuite, il faudra créer une offre adaptée, créer une image de marque cohérente avec ce client-là, et une communication ciblée et efficace, et développer les bons partenariats. Je vais y arriver. Donc voilà, un petit peu comme j'ai fait sur l'exemple numéro 1, en fait, tout simplement, si je pouvais ajouter la problématique, c'est des gens qui ont un goût, un goût qui leur appartient, c'est ce qu'ils aiment. Ils veulent surtout un très beau mariage avec qui mettent en valeur leur famille, les mariés, vraiment faire une super fête, très moderne, mode, etc. et Instagrammable. Ça, c'est voilà. Et du coup, on va y répondre grâce à une offre qu'on va faire adapter. Donc, par exemple, sur l'exemple numéro 1, les mariages de confession musulmane n'ont pas vraiment autre chose que la mairie et la réception. Et il y a très peu d'éléments de cortège. C'est-à-dire que la mariée, à part le bouquet de la mariée, il va très peu y avoir d'éléments de cortège parce qu'il n'y a pas de cérémonie comme on connaissait, une cérémonie laïque ou la cérémonie religieuse à l'église. Voilà, ça se fait pas. Donc, dans mon offre, je vais l'adapter. Mon offre, je vais l'adapter en disant, je vais pas proposer autre chose que le bouquet de la mariée. Et je sais qu'ils vont utiliser des voitures de luxe, donc je vais pas proposer des décors de voitures parce que je vais le laisser kiffer sa super voiture de luxe sans y mettre des fleurs parce que ça n'a pas d'intérêt. Et par contre, je vais centraliser mon offre sur la décoration de la salle parce que c'est le plus important pour eux. Dans mon offre, il faut absolument qu'il y ait un espace de décoration pour mettre en valeur les mariés. Donc, un coin marié qui soit vraiment canon. Il faut que je propose ça dans mon offre. Il faut que je propose des centres de table, enfin tout ce qui est autour de la réception. Donc, je vais vraiment adapter à ce client-là. Dans le deuxième exemple, ça va être différent. On va y revenir. Ensuite, je vais créer une image de marque qui soit cohérente avec cet exemple numéro 1, où on l'a dit, je vais aller regarder les marques qu'aiment ces mariés-là et je vais m'inspirer de ça. Je ne vais pas copier, mais je vais m'inspirer. Peut-être que ça va être des marques assez épurées avec des polices qui soient assez masculines, que ça soit très sobre, très épuré, mais tout se fera sur les photos et de vos créations florales. Ensuite, je vais aller cibler ma communication. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt sur les réseaux sociaux, que ce soit plusieurs réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, pourquoi pas Trade, voilà. Et puis, je vais développer les bons partenariats avec des salles de réception qui correspondent avec ce client-là. Quand tu parles de mon offre, est-ce que tu parles de la plaquette? Ton offre, ça peut être une plaquette, ça peut être sur ton site internet. C'est qu'est-ce que tu proposes comme produit, tout simplement. Qu'est-ce que ton offre, si tu fais du sur-mesure, dans quoi tu vas faire du sur-mesure? Est-ce que tu fais que les fleurs? Est-ce que tu fais de la décoration à les fleurs? Est-ce que ça commence par le bouquet de la mariée, les éléments du cortège, jusqu'à la réception ou jusqu'à la cérémonie? Qu'est-ce que tu vas mettre en valeur dans ton offre? Tu peux tout faire, mais généralement, si par exemple on prend l'exemple numéro 1, ça sert à rien d'aller faire toute une communication sur les cérémonies laïques si ton client il n'a fait jamais de cérémonie laïque, tu vois, c'est ça vraiment. En fait, là, j'ai pris un exemple très particulier justement pour vous montrer à quel point on peut cibler les choses. Bien sûr, ça, vous l'adaptez à votre propre clientèle cible. Mais en fait, c'est se dire sur quoi je vais optimiser ma communication et le développement de mon image de marque qui soit en totale cohérence avec mes clients. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ok, on ne va pas perdre de temps sur des choses qu'on ne va pas vendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, sur l'exemple numéro 2, on va voir que avec Maëlle de Rosita, on a essayé de créer une offre adaptée aux 2 portraits robots de clients. C'est assez simple, j'ai fait avec elle ce travail-là.
Et j'ai audité son site internet. Elle m'a montré son site internet qu'elle a fait elle-même. C'était plutôt mignon pour un démarrage. Elle n'a pas encore de clients. Et sauf que j'arrive sur son site internet. Alors son dialogue, c'était Esther, moi je veux pas faire que du mariage. Je veux pas m'enfermer là-dedans. Je veux surtout faire du pro. Je veux quand même proposer du mariage, mais ma priorité c'est le pro. Ok, j'arrive sur le site internet. Je vois première page. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'elle a changé. Première page, une table familiale avec des très belles compositions, une vaisselle vintage super jolie, des bougeoirs, des menus, des porte-noms. Je dis, ok, là, moi, j'ouvre ton... Tu me dis, je veux faire que du pro, enfin, majorité du pro et peu de perso. J'arrive, j'ouvre la page, je vois un dîner de famille. Je me dis que tu fais forcément de la décoration pour les événements privés. Je me dis pas que tu veux faire du pro. Déjà là, la cible, dans la communication, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'en gros, elle avait défini sa cible, mais elle avait mal communiqué dessus. C'est-à-dire qu'elle était partie sur une mauvaise direction. Elle a fait son site internet toute seule, avec uniquement des visuels téléphone. Donc oui, c'est simple pour l'instant. Ça va pouvoir s'améliorer. Mais franchement, je trouve ça canon. Donc là, ça commence par une vidéo faite à l'iPhone. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça fait le job. C'est pas parfait. Mais encore une fois, vaut mieux commencer quelque part que de rien faire. Donc, décomposition florale à votre image. Donc voilà, ça, c'est des photos qu'elle a fait avec son propre téléphone. Donc, comme quoi, c'est possible. Mais ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on est allé ici, on a créé, au lieu d'avoir une seule page où on mélange tout, on a créé une page événement professionnel et une page événement privé. Elle a créé, parce que c'est pas moi qui ai fait ça. Et du coup, j'ai vraiment juste donné des indications. Elle s'est mise dans l'action. Et l'action, il n'y a rien de mieux. Parce que vaut mieux faire et améliorer les choses plutôt que d'attendre que le client nous tombe dans les bras. Hop, donc, première chose, hop, événement professionnel. Voilà, donc tout simplement, là, cette photo-là, je lui ai dit, au lieu de mettre une très jolie table, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très jolie table, mais c'est plutôt un dîner de famille, pourquoi tu poses pas ta composition sur le comptoir dans un hôtel? Là, tout de suite, tu parles à des professionnels. Tout de suite, l'image que je vois là, je comprends que c'est de l'événement pro. Ou en tout cas, c'est peut-être de l'abonnement pro, par exemple. Là, tout de suite, elle a mis en action le fait qu'elle cible son client de son portrait robot. Donc là, on voit les compositions posées sur l'hôtel. On voit aussi qu'elle cible une clientèle aussi qui est assez féminine, parce que de par son style floral, bien sûr. Et elle propose des ateliers créatifs. Elle a rajouté une photo, elle ne l'avait pas fait, ça c'est top. Donc voilà, après je ne vais pas partir dans le détail, mais on voit que on sait que là, tiens, on avait dit que son client, il était, donc c'était une femme créatrice d'entreprise, donc ça peut être l'hôtellerie, mais ça peut être aussi les cafés, voilà, les galeries d'art, les concept stores, etc. Donc elle a tout de suite mis dans l'action, où elle a pris sa petite composition, elle est sortie de la formation, et elle est allée toquer à la porte d'un café en disant, est-ce que je peux prendre quelques photos pour mettre en valeur mon travail, parce que c'est ce que je veux faire, etc. Donc voilà, des petits changements. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors bien sûr, on peut faire 10 fois mieux, on peut avoir un photographe, et bien sûr, je vais la pousser à aller plus loin, mais au moins, elle a fait quelque chose, elle a changé son site internet. Donc, ensuite, on avait quelque part, je lui ai dit, mets un call to action. Ouais, ici, découvrir aussi nos événements privés. Allez hop, du coup, si je suis pro, mais que j'ai un mariage dans la famille, je peux cliquer et aller voir les événements privés. Et là, tu vois, on a un truc un peu plus personnel. 1, 2, 3, rêver. Donc, je ne vais pas lui dire de dire 1, 2, 3, rêver à une entreprise. Ça n'a aucun sens. Par contre, là, pour le perso, ok. Mariage, dîner privé, baby shower, c'est très simple, c'est parfait. Et là, on a notre petite table. Là, ça me parle plus. Là, ça fait plus mariage ou anniversaire, etc. Ok. Et nous met nos petits exemples. Donc ça, c'est des compos qu'elle a fait pendant la formation. Rien de compliqué. Et à chaque fois, en fin de page, un petit call to action, obtenir un devis, très simple à remplir. Ok. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je le fais exprès de vous montrer cet exemple-là pour vous montrer que c'est l'action qui prévaut et qu'on peut faire avec très simple. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donc, cette personne est venue en formation à l'atelier. Elle avait défini à peu près sa cible clientèle, mais elle avait mal communiqué sur son site internet. Alors, on a revu les choses ensemble. Elle a fait ces petits changements-là qui, vous voyez, sont très simples. Est-ce que vous me croyez ou non que depuis qu'on a fait la formation, elle a eu une demande de devis pour mariage,
et une demande de devis pour décorer une entreprise pour Noël. Est-ce que c'est pas juste dingue? Juste avec ça. C'est-à-dire que elle s'est mise en action, elle a ciblé sa clientèle idéale et elle a déjà 2 demandes de devis. Et on espère, on croise les doigts pour elle que ça signe. Mais moi, je trouve que c'est ultra positif. Et là, vous voyez, pour vous mettre en totale cohésion avec ce que je vous dis depuis le début, ça, c'est ma cliente idéale à moi. En tant qu'école, expérience florale, en tant que formatrice, ma cliente idéale, mon portrait robot, c'est Maëlle. C'est une élève en voie de reconversion qui a entre 25 et 35 ans, qui a envie de changer sa vie, qui est malheureusement en manque de confiance, mais qui en veut, qui est motivée dans l'action, qui n'a pas peur de prendre le temps de modifier les choses, même si ce n'est pas encore parfait, mais d'être dans l'action. C'est quelqu'un qui a investi sur elle-même de l'argent en faisant quelques sacrifices pour pouvoir se former et d'avoir les bonnes bases. C'est quelqu'un qui met, et je vais le dire 10 fois, mais en action ce que je lui dis. Mes conseils, c'est directement action-réaction. J'adore. Ça, c'est ma cliente idéale à moi. Et c'est ça que je veux dans mes formations. C'est des personnes qui tout de suite prennent des notes comme vous, là, juste là. Donc voilà, ça, c'est vraiment le meilleur exemple que je pourrais donner. Bien sûr, j'aurais pu vous donner des exemples beaucoup plus beaux, des sites internet beaucoup plus établis, des gens qui auront investi. Mais elle le fera. Elle le fera dès qu'elle aura les moyens. Elle va investir sur un site internet qu'elle va le faire par un professionnel avec des photos pro et tout ça. Elle le fera parce que j'en suis sûre, elle est dans une action positive. Mais elle s'est pas dit, ok, j'ai pas de photographe sous la main, donc on verra plus tard. Action, réaction. Voilà. Donc après, vous voyez, c'est très simple, l'accueil, à propos. Là, j'ai forcé à faire un petit à propos, c'était compliqué pour elle, mais ça s'améliorera avec le temps. Et une petite fiche contact. Très simple, voilà. Donc comme quoi, c'est possible. Donc on a vu, elle a défini son client idéal, elle a sorti la problématique qui, pour elle, c'était de cibler et les entreprises et le mariage de façon cohérente et d'aider les entreprises surtout à accompagner leur image de marque grâce à l'art floral. Donc, par exemple, pour les entreprises, c'est vraiment les accompagner, leur faire gagner du temps, faire en sorte que y ait des compos toutes les semaines différentes pour que ça améliore leur image de marque, que ça décore leur lieu, que ça donne une ambiance florale à leur lieu, une touche de nature dans leur lieu, voilà, etc. Voilà. La problématique des mariés, c'est toujours avoir une très belle décoration florale qui soit en adéquation avec leur vision et gagner du temps pour être pris en main par un professionnel. Ensuite, elle a créé une offre adaptée, une offre pour les pros, une offre pour les événements perso. Elle a créé une image de marque cohérente, une communication ciblée et efficace, et elle a développé bientôt des partenariats puisqu'elle est partie des marchés, des cafés, des hôtels, etc., etc. Est-ce que ces 2 exemples vous parlent? Même si c'est peut-être, et je le pense, parce qu'on est tous différents et il y a du travail pour tout le monde, même si c'est peut-être pas en adéquation totale avec ce que vous faites, est-ce que ça vous parle? Ensuite, je vais juste vous faire un petit topo sur l'importance de votre image de marque en rapport à votre fameux client idéal. Donc, dans le choix de votre nom et de votre enseigne, si j'ai des conseils à vous donner, c'est de rester simple et efficace. Si vous avez déjà votre nom, gardez-le, n'en changez pas. Si vous n'avez pas encore le nom, restez simple. Ne vous compliquez pas trop la vie, il faut que ça puisse être simple à garder en tête, pas plus de 2 mots. Et si c'est votre nom, prénom, c'est très bien. Il y a juste à mettre design floral en dessous. Et si c'est un autre nom, faites attention juste à ce que ça ne soit pas déjà pris. La palette de couleurs de votre marque doit être assez neutre. Moi, c'est vraiment mon conseil. Un logo simple, pareil, et c'est encore pas vraiment obligatoire d'avoir un logo avec un dessin. Ça peut être juste une police et une base de couleurs neutres parce que nous, dans l'art floral, les couleurs viennent avec les photos des fleurs. Si là, Rosita, elle avait fait une couleur forte en fond sur son site internet et tout ça, ça avale et ça fait trop d'informations à regarder et ça ne fait pas ressortir les images de ces compositions florales. Donc, gardez une palette de couleurs neutres. Ça peut être quand même un rosé, ça peut être quand même un jaune, mais toujours très pastel, toujours très neutre. Et sélectionnez au maximum 2 polices d'écriture et il faut s'y tenir. La police d'écriture sur le site internet doit être la même que, ou en tout cas quasi similaire, parce que parfois sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de trouver la même police. Et en plus, ça vous aide, parce que du coup, tu utilises toujours la même police, tu ne te prends pas la tête. Donc ça, c'est super.
Laissez la place aux créations florales. C'est votre travail qui va briller. Donc, vraiment, le texte, c'est bien. Allez droit au but. Aidez-vous de ChatGPT. Et n'ayez pas honte de le faire. Mettez-lui un prompt, c'est-à-dire vraiment, racontez-lui votre histoire à ChatGPT. Dites qui vous êtes, quel est votre client idéal dans le détail. Et dites-lui, voilà, moi, j'ai envie de créer un site internet. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la page d'accueil? Il va te faire des propositions, tu affines avec lui. Et voilà, ça va vraiment t'aider. Ok, donc ça, c'est pour l'image de marque. Et le storytelling, on va y revenir. C'est très important. Donc, je regarde un petit peu vos questions. Cela semble plus simple quand on démarre de zéro. Non, pas forcément. Oui, bah, c'est toujours pareil. C'est très compliqué de revoir une image de marque qui a déjà été créée. Mais c'est un challenge qui est vastement intéressant, surtout quand on veut monter en gamme et qu'on veut atteindre notre clientèle. Donc, bien sûr. Mais quand on démarre de zéro, c'est sûr que quand on a les bonnes bases pour commencer, c'est quand même super cool. Le storytelling, on n'en parle pas beaucoup chez les fleuristes et ça me paraît méga important. C'est tout simplement la façon dont vous allez raconter votre histoire et du coup créer votre image de marque. L'image de marque, c'est pas juste un logo, c'est pas juste une palette de couleurs, c'est pas juste vos compositions, c'est pas juste une description, c'est vraiment créer une histoire vraiment importante, de raconter vraiment qui vous êtes et pourquoi vous voulez faire ça. Ça va déclencher vraiment, en fait, le client va se sentir happé par votre histoire et va se sentir vraiment, voilà, va se sentir concerné. Voilà, c'est ça que je voulais dire, très concerné. Donc, le storytelling, il est important, notamment sur le site internet, bien sûr, le à propos, mais pas que, mais aussi dans votre communication sur les réseaux sociaux. Donc, il faut premièrement, choisir ses valeurs d'entreprise. C'est très important. Quelles sont mes valeurs d'entreprise? Qu'est-ce qui ressort qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mon fameux client idéal? Et ça, c'est vous qui allez le définir, c'est important. Et construire autour de ça un storytelling impactant. Donc, storytelling, ça veut dire tout simplement raconter des histoires. Et dans le storytelling, les 2 conseils que j'aurais, c'est de définir la grande histoire et la petite histoire. Et vous allez comprendre. La grande histoire, c'est qui vous êtes et pourquoi vous faites ça. La petite histoire, c'est l'anecdote qui va servir votre client. Donc, je m'explique. Je vais prendre plusieurs exemples. Je vais prendre mon exemple à moi parce que c'est plus facile. Donc, si je me positionne pas du côté de l'école, donc je me positionne du côté événement mariage. Donc, pour mon événement mariage, mon client idéal, ce sont des mariés internationaux qui se marient en France, en région parisienne ou en province. Ce sont des jeunes entre 30 et 40 ans qui sont très actifs, cadres sup, chefs d'entreprise, voilà. Grosso modo, plutôt anglophones, qui se marient dans des lieux de réception voilà, des très beaux châteaux, des grands domaines ou des palaces. Voilà, grosso modo, pour vous faire le topo de base. Donc, leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'ils aiment le beau et l'excellence. Ça, c'est leur problématique, ok? Donc ça, c'est mon client idéal du côté mariage. Donc, mes valeurs à moi, en lien avec ça, c'est l'excellence, c'est le sur-mesure, c'est l'approche client pour les accompagner de A à Z, c'est leur faire gagner du temps. Et là, les valeurs que je mettrais, oui, j'ai dit l'excellence, la convivialité quand même si on est... c'est pas la... Quand je parle de convivialité, c'est quand même créer un lien avec le client. C'est pas non plus être trop proche de mon client, mais que ça soit... c'est des valeurs familiales. Moi, je travaille beaucoup en famille. Toute mon histoire, et vous allez le venir, c'est une valeur importante, la famille, dans mon entreprise. Voilà, grosso modo. Je ne vais pas aller dans des détails de dingue. Et pour vous illustrer tout ça, je vais vous parler de mon storytelling. Donc, la grande histoire, c'est quoi? C'est que dans ma famille, depuis toujours, on est passionné de fleurs et d'entrepreneuriat. Dans ma famille, ma grand-mère était passionnée de fleurs. Elle avait un jardin fleuri magnifique. Et elle était artiste peintre à ses heures. Donc, je me rappelle très bien de la cuisine. J'en ai parlé dans mon podcast où, en fait, elle peignait face à son jardin, style impressionniste. Pour moi, ma grand-mère, c'était Monet. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment de là que la petite graine a poussé.
Ma mère est aussi peintre à 16 heures, elle est aussi passionnée de fleurs, il faisait déjà de la décoration florale. J'ai attrapé le virus très tard et je me suis rendu compte en accompagnant ma meilleure amie sur son mariage que c'était fait pour moi et que c'était vraiment mon essence, quoi. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais faite pour ça, pour accompagner les gens, pour les aider à donner vie à leur vision. Et ça, c'est vraiment, et c'est vrai, hein, c'est vraiment l'histoire. Je raconte pas n'importe quoi. Je ne suis pas allée sortir une histoire que j'ai inventée. La grande histoire de votre entreprise, c'est ça, c'est vous. Et c'est l'essence de qui vous êtes. Donc, oui, il faut trouver la belle histoire. Vous allez prendre les meilleurs trucs. Vous n'allez pas dire, oui, je me suis rendu compte que j'aurais très bien pu dire, j'étais secrétaire médicale, mais je voyais des gens malades tous les jours. C'était pas cool. J'avais envie de voir des gens heureux. Je vous le dis à vous. Mais c'est pas une histoire qui fait rêver mes clients haut de gamme qui arrivent en rendez-vous en Chanel et qui veulent se marier au château de Villette. Tu vois, il faut que je sorte la grande carte de quelque chose de plus élégant quand même. Voilà. Donc la grande histoire, elle est vraie, mais c'est clair que je vais prendre les plus jolis côtés. Et aussi, ça marche beaucoup dans mon storytelling, le fait que je sois française, que voilà, ce soit incarné dans la France profonde, qu'on ait cultivé des fleurs dans la famille, etc. Donc ça, c'est vraiment la grande histoire et la révélation à mes 30 ans, décider d'accompagner les mariés pour réaliser leur vision parce que je suis la meilleure dans l'accompagnement plutôt que, voilà, je préfère prendre la vision de quelqu'un pour la traduire plutôt que moi-même partir de zéro. Donc voilà, ça c'est la grande histoire, ok? Donc, je fais rêver par mon histoire. La petite histoire, c'est... il y en a plusieurs d'ailleurs, mais on pourrait prendre l'exemple de... en fait, ce qui a propulsé ma créativité, c'est quand on m'a fait confiance. Donc, la petite histoire, c'est que ma première cliente américaine, en fait, c'était vraiment mon rêve de faire des mariages avec des clientes américaines, parce que c'est ma cible clientèle, vous le savez. Mais eux, voilà, c'est la petite histoire. Et du coup, cette cliente, elle m'avait donné un très joli budget et je lui ai demandé des photos d'inspiration, de voir un petit peu ce qu'elle aimait, etc. Elle était chef de clinique psychiatrique à Las Vegas, elle n'avait pas le temps pour moi, mais elle avait vu mon travail, elle trouvait que ce que je faisais, c'était magnifique, donc elle m'a envoyé des photos comme ça, et elle a dit, franchement, je n'ai pas d'idée, je vous fais confiance, faites-moi rêver. Et du coup, c'était mon plus gros budget de l'année. J'étais vraiment pas sûre de moi. Et je me suis donnée à fond sur ce projet-là. J'ai sorti, voilà, c'était en plus très compliqué parce que les inspirations étaient très différentes. J'ai essayé de cerner entre les lignes ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, parce qu'elle n'avait pas le temps pour moi. Et du coup, je lui ai fait une proposition qu'elle a acceptée. Arrivée au mariage, je me rappelle, la veille du mariage, on avait un welcome event. Donc, elle arrive avec une très belle, je me rappelle toujours, elle avait une superbe robe Dior jaune moutarde, vraiment new look en plus, super canon. Moi qui est très mode, etc., ça se voit pas forcément, mais je suis très, très passionnée par tout l'univers de la mode. Et mes clientes aussi, parce que c'est ma cible. Et du coup, elle arrive devant la cheminée, j'étais en train d'installer, je me rappellerai toujours, c'était un décor la veille, on avait fait quelque chose de plutôt exotique, avec des suspensions de fleurs exotiques, etc. Et elle regarde, et là, comment vous dire que mon cœur, il battait, hein, la chamade. Donc la petite histoire n'est pas si petite, mais en réalité, quand je la raconte à mes clients, je la raccourcis un petit peu, mais c'est pour vous montrer. Et mon cœur bat la chamade, je me dis, purée, purée, j'espère qu'elle va aimer, j'espère qu'elle va aimer. Et je me retourne et je dis, est-ce que vous aimez? Et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Et je lui dis, mais moi, je me suis éclatée. J'ai adoré le faire, j'espère que ça vous plaît, parce que moi, j'adore. Elle me regarde et elle me dit, mais c'est réel, ça a vraiment existé, hein. Elle me dit, si vous aimez, j'aime. Enfin, si tu aimes, j'aime, ce qu'on se tutoie pas en anglais. Si tu aimes ce que tu as fait, j'aime forcément. Et je me suis dit, mais c'est un truc de malade de tomber sur cette personne-là. À partir de là, le déclic, la confiance dans mon talent, la confiance dans dans ce que mes petites mains savaient faire, et dans le fait que je savais traduire la vision d'une cliente pour l'amener plus loin, c'était fait, quoi. Et surtout, la confiance qu'elle m'avait donnée, elle m'avait libérée artistiquement. Et pourquoi cette petite histoire est importante? Parce que c'est une très belle histoire déjà, mais aussi parce que ça traduit à mes clients, faites-moi confiance, je vais vous faire gagner du temps et en plus, ça va être canonissime. Et c'est ça. Et là, je réponds à la problématique de mes clients. Je n'ai pas le temps, mais je veux un truc ouf et je veux en même temps que ça soit
en rapport avec ma vision. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe? Ça peut être des choses beaucoup plus simples. Et ça, on va le rabâcher. On va le rabâcher sur le site internet, on va le rabâcher dans les stories, on va le rabâcher dans tout. Donc, parce qu'il faut trouver dans votre essence qui vous êtes et quelle est cette grande histoire, cette petite histoire qui met en valeur votre savoir-faire et en valeur qui vous êtes et qui répond à la problématique de vos clients. Donc ensuite, ça définit où et comment communiquer. Donc se faire connaître, ça passe forcément par un compte Insta, je viens de le dire en lisant ta question, Pascal. Et un site internet, pour moi, c'est primordial. Et ensuite, il faut cibler les points de contact de votre client idéal. Une plateforme prestataire si c'est cohérent, un lieu de réception ou plusieurs lieux de réception, les recommandations d'autres prestataires, démarcher des wedding planners par exemple si c'est cohérent, des collaborations avec des prestataires de façon avantageuse, c'est-à-dire qui vous aident vous aussi et donnant, publication sur des blogs, magazines ou autres. Donc ça après c'est vraiment en fonction de votre client idéal, où est-ce que je vais aller cibler précisément, mais quoi qu'il arrive, il vous faut un compte Instagram et un site internet. Mais ça répond, Pascal, ta question par rapport au book, est-ce que ça correspond à ton client idéal? C'est-à-dire, est-ce que ton client idéal, il va avoir en main ce livre? Donc, c'est pour ça que je te disais, si c'est pour le déposer dans un lieu de réception, c'est ta clientèle idéale, oui. Si c'est pour l'avoir sur toi et de le montrer à tes clients en rendez-vous, bah non, ils sont déjà en rendez-vous. Donc, ça sert à rien de dépenser de l'argent dans un book. Si c'est pour aller le déposer quelque part pour que ça soit vu, que ça soit vraiment regardé, ok, dans une boutique de robes de mariée, chez des prestataires qui pourraient te recommander, etc. Oui, merci, ça ouvre l'esprit et ça fait réfléchir. Ah bah ça me fait plaisir, je comprends mieux par où commencer. Ah, ok, donc maintenant j'ai besoin de vous. Pourquoi? Donc si vous souhaitez aller plus loin et vous souhaitez être accompagné, parce que là j'ai dit beaucoup de choses où peut-être vous vous sentez sous l'eau. C'est-à-dire que vous dites, ok, c'est top, il faut que je crée le portrait robot de mon client idéal. Ensuite, je définis mon image de marque. Ensuite, je me fais une stratégie de communication et je mets en place tout ça. Mais voilà, est-ce que je vais aller dans le bon sens? Je suis un peu quand même encore dans le brouillard, dans le sens où j'aurais besoin d'être accompagnée étape par étape. Donc là, en fait, je suis en train de créer un programme entrepreneuriat de coaching sur 3 mois où je prends en main les choses avec vous, étape par étape. Ça va s'appeler l'accompagnement entrepreneurial. Vous me connaissez, ça va droit au but en termes de titre de formation. Et en fait, j'ai besoin de vous parce que je suis en train de peaufiner le programme et j'aurais besoin que vous répondiez à un petit questionnaire pour m'aider à aller plus loin. Donc, normalement, c'est un accompagnement qui va commencer début 2025. Je pense que ce sera sur au moins 3 mois. Et certainement, et c'est là que j'ai besoin de votre aide sur certainement des vidéos à la fois enregistrées, des exercices à faire dans un temps imparti, une émulation de groupe quand même, des webinars pour faire des corrections. Pour le coup, sur un accompagnement, je vais vous donner des pistes, il va y avoir du travail personnel, c'est vous mettre dans l'action. Je ne le ferai pas pour vous, je vous mettrai dans l'action. Je vous aide à défricher tout ça, à avoir une feuille de route pour mettre et à passer à l'action. Sur des thématiques très précises. Donc, mais je pense que ça peut être vraiment important parce que ce que je vois souvent, c'est que on brûle les étapes parce qu'on ne sait pas par où commencer et du coup, après, au bout de 1 ou 2 ans, faut reprendre les bases, faut rechanger faut restructurer l'image de marque, etc. Ou alors, tout simplement, on est déjà lancé, mais on est en train de switcher et on a envie d'aller vers une autre clientèle, donc il y a une restructuration d'image de marque à faire. Ou alors on est au tout début, on ne sait pas par où commencer, on est paumé et on a besoin d'être accompagné. Et ça, c'est très bien de commencer en étant accompagné étape par étape. Super aidé, surtout d'avoir un suivi, car pour moi, je procrastine beaucoup sur la mise en pratique. Effectivement, parce que il faut prendre le temps de le faire, il faut se poser dans son quotidien, mettre en action les choses, et c'est pas forcément évident. Donc là, je pense partir sur un format, c'est pour ça que je veux donner un timing à la formation sur 3 mois, quand même avec des formations en préenregistrées, je ne pourrais pas tout faire en live, mais avec des exercices à rendre, avec des dates butoirs. Après, c'est rien d'obligatoire, mais c'est pour forcer à passer à l'action, forcer à faire du travail et avoir des résultats. Parce que quand c'est que enregistré, vous êtes livré à vous-même et il y a des gens qui sont super organisés, qui vont le faire et ça va être super, mais il y a des gens qui ont besoin d'être encore plus poussés.
Merci Esther pour toutes ces informations très explicites. Ton idée d'accompagnement est la bienvenue pour les novices comme moi. Effectivement, mais c'est pour les novices, pour les gens déjà installés, pour les gens qui veulent changer de... Vraiment, c'est pour tout le monde. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain, pour un nouveau webinaire. Et passez à l'action. Et surtout, n'oubliez pas, votre potentiel ne demande qu'à fleurir. Votre entreprise et votre projet ne demandent qu'à fleurir. Ciao